Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Nous sommes ensemble pour 28 minutes avec deux rendez-vous aujourd'hui. Le premier, ce sera les interviews de l'IA avec ces acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'autre rendez-vous sera avec une jeune pousse à découvrir dans le cadre notamment de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Une jeune pousse soutenue par Diversity Days. Allez, c'est parti. On commence cette édition avec les interviews de l'IA. Et mes premiers invités, Olivier Debuny, vous êtes fondateur, président de Dragon LLM. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous, Benjamin Lévy, cofondateur et CEO d'Aimigo, ex-Gimglish. Oh là là, vous avez vu mon accent ? Très bon. Ça va ? Il est très bien. Il faut que je travaille encore un petit peu. Merci aussi d'être avec nous. Et puis, à distance est connecté Thomas Klein. Bonjour Thomas, ingénieur, Bonjour Delphine. expert en intelligence artificielle appliquée à la santé. Vous êtes aussi le directeur de la stratégie technologique chez Microsoft. Et d'ailleurs, vous nous parlez depuis les États-Unis. Alors, je voulais montrer... on va commencer ensemble ces interviews de l'IA. Thomas, je voulais montrer votre ouvrage que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir, l'IA au service de la santé, ouvrage indispensable pour appréhender la révolution de l'IA en santé. Alors justement, quelle est votre vision, vous, de l'impact de l'intelligence artificielle en santé ? Est-ce que on reste dans quelque chose de très important dans le domaine de la recherche ou véritablement on va voir des transformations très pratiques appliquées aux patients? Alors, on est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui sur ce qu'on va vouloir faire avec l'intelligence artificielle dans le parcours du soin. Et c'est ce que j'ai souhaité présenter finalement avec l'ouvrage que vous présentez. C'était proposer un guide pour les médecins, les décideurs et finalement tous les citoyens curieux pour essayer de mieux comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA et ce qu'on peut ne pas faire aujourd'hui. Mais on en est où de cette transformation du secteur de la santé par l'IA? Bah, elle est très réelle aujourd'hui et elle est déjà implémentée assez bien dans les usages. Aujourd'hui, on considère qu'environ 67 des hôpitaux utilisent déjà l'IA sur certains sujets. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'accélérer, de voir comment est-ce qu'on peut apporter plus de valeur aux patients, aux médecins, pour vraiment mettre cette intelligence artificielle au service de la communauté médicale et des patients. Alors, vous parlez vous donnez en fait des exemples très concrets de ce que transforme Ouais. l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Donc, on peut peut-être prendre quelques exemples, par exemple sur la partie diagnostic précoce Ouais. et médecine de précision. Est-ce qu'on peut même parler de médecine personnalisée? C'est vers là qu'on va? Ouais, tout à fait. Pour donner un exemple qui parle, on va vraiment voir l'intelligence artificielle comme une deuxième paire d'yeux au service du médecin. Mais ces yeux, ils ont deux qualités. La première qualité, c'est qu'ils ne se fatiguent jamais. Et deux, c'est qu'ils ont vu beaucoup, beaucoup de choses au cours de leur vie. Donc, je vais prendre l'exemple qui se comprend assez bien de tout ce qui va être imagerie médicale. L'IA va permettre d'analyser scanner, IRM, peut-être même réussir à identifier des choses qui avaient été manquées par les médecins, mais surtout, et c'est bien là sa force, ça va être la capacité à analyser cette image et la mettre en corrélation avec des millions et des millions d'autres images. Et si jamais il y a un petit pattern qui va attirer l'attention de l'imagerie médicale, là, ça va permettre d'envoyer une alerte au médecin pour vraiment attirer son attention et qu'il ait un regard beaucoup plus attentif. Et pour vous donner un exemple très clair, Delphine, aujourd'hui, c'est déjà une réalité sur toute la partie détection du cancer du sein. Avec l'IA, on détecte 17 de plus de cancer du sein que sans l'IA. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on fait sans le médecin, parce que ces IA, elles ont besoin d'être entraînées aussi par de la compétence, de l'expertise médicale. Donc, on va continuer à avoir besoin de former ces médecins aussi à travailler seuls sans les outils d'IA. Est-ce que, je vous dis ça parce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de perte d'expertise et de compétences chez les humains, les C'est une médecins vraie humains? C'est une vraie question, mais vous savez, c'est un petit peu cette idée de oh, la médecine de demain avec l'IA se fera sans médecin. Moi, j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que les antibiotiques ont remplacé les médecins? Est-ce que les vaccins ont remplacé les médecins? Est-ce que l'imagerie médicale a remplacé les médecins? Non. C'est-à-dire que tout au cours du long de l'histoire, sur les millénaires passés, la science a aidé la médecine à évoluer. Et à chaque fois, finalement,
c'était pour augmenter les capacités des médecins et leur donner de plus en plus de possibilités d'action. Oui, Là alors, où par contre, ouais, ouais, je vous laisse terminer. là où par contre, ouais, là où par contre je vous rejoins, c'est qu'il y a effectivement un petit peu singulière par rapport à ces autres évolutions pour 3 raisons très simples à comprendre. La première, c'est qu'elle va toucher absolument tous les métiers de la médecine. La deuxième, c'est qu'elle va vraiment s'attacher au raisonnement cognitif de par toutes les quantités d'informations qu'elle connaît. Et la troisième, c'est que elle va vraiment nous interroger sur la relation qu'on veut entre le médecin et le patient, qui est responsable et qui va vraiment conseiller comment va être faite la prise de décision. Alors, on a tous envie que la médecine fasse, des progrès, soit plus personnalisée, soit plus prédictive pour nous éviter même de tomber malade. On a aussi envie de gagner en efficacité, dans le parcours de soins et là, je dois dire qu'il y a beaucoup de travail. Est-ce que, l'IA peut commencer à faire son chemin sur ce sujet de la gestion, de temps médical, de l'organisation des soins? Ouais, tout à fait, excellent exemple. Alors, pour avoir un nombre en tête, on considère qu'environ 1 tiers du temps du médecin est utilisé pour traiter de l'administratif. Donc on imagine assez facilement Ouais. les possibilités d'amélioration. Donc vous avez cette IA et donc ça, c'est déjà une réalité, ce que je vous décris en consultation, cette IA qui va travailler pendant la consultation pour préparer le compte rendu, préparer l'ordonnance, codifier les actes qui ont été donnés et finalement donner un petit peu plus de temps au médecin pour échanger, répondre aux questions, donner des précisions. Et c'est ça qui est un petit peu ironique, c'est que finalement cette IA, cette machine, c'est elle qui va pouvoir donner un petit peu plus de place à l'humain au cours de ces rendez-vous et ces consultations médicales. Ouais, on l'espère. Est-ce que vous avez des questions, vous, sur, l'impact de l'IA en santé? Non, je pense Parce que qu'on a un expert, c'est le moment, profitez-en. non, je pense que c'est assez clair. Je pense que, personnellement, je serais ravi d'aller voir un médecin qui a accès à toute une base de connaissances, beaucoup plus large que la sienne propre pour pouvoir faire un diagnostic, tout en ayant le côté humain de pouvoir interpréter et se faire un avis sur des choses que lui seul peut percevoir et pas la machine, en fait. Ouais. Et c'est cette bonne combinaison des 2 qui peut vraiment apporter quelque chose au niveau de la médecine. Mais, Oui. Olivier a complètement raison, parce que pour avoir juste un ordre d'idée, aujourd'hui en 2025, c'est 2000 publications scientifiques médicales qui sont produites par jour. Par jour, rendez-vous compte. Donc, pour vraiment aller dans le sens d'Olivier, pouvoir avoir Ah, un c'est médecin qui énorme. va avoir Ouais. accès, voilà, et ça croît chaque année. Hein. Donc, vraiment avoir un médecin qui va pouvoir utiliser cette base de données pour traiter un cas un petit peu précis, un petit peu compliqué. Olivier a tout à fait raison. C'est vraiment le médecin augmenté qui va pouvoir aller plus loin, être plus juste dans ses analyses. Alors, je vous suggère de rester connecté avec nous, Thomas, même si vous n'avez pas besoin de cours d'anglais puisque vous êtes, vous êtes aux États-Unis, donc je pense que vous êtes totalement fluent, vous. Benjamin Lévy est avec nous, il est cofondateur et CEO d'Aimigo, donc on a connu sous le nom de Gymglish. Vous concevez, vous commercialisez depuis 2004 des parcours d'e-learning adaptatifs qui sont destinés à l'apprentissage des langues. Donc en fait, vous êtes une entreprise de logiciels. Oui. Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée de l'IA? Qu'est-ce que c'est en train de changer? Parce Ah, que vous faisiez déjà de l'apprentissage adaptatif. On avait donc tout à pas fait. besoin d'IA? Qu'on considère comme une forme Oui. d'IA de décennies, qui consistait déjà à personnaliser les parcours pédagogiques en fonction d'un modèle apprenant que nous renouvelons en permanence et qui nous permet, à la manière d'un professeur particulier tout le temps disponible, de personnaliser sa pédagogie en fonction des attentes, des forces et faiblesses de chaque étudiant. Donc de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire à l'ancienne, classique, machine learning. Là, aujourd'hui, on est dans cette phase de hype autour de l'IA générative. Ça concerne directement le langage. Ce sont des grands modèles de langage. Donc c'est quand même une transformation, j'imagine, nouvelle aussi hein, pour les applis de langue, d'apprentissage Tout des à langues. fait. Donc nous, on sait effectivement, on a une équipe en interne et on s'est toujours considéré un peu comme des spécialistes de l'IA, mais en tout cas au service de l'éducation dans notre segment et en particulier de l'éducation aux langues. Et puis c'est très naturellement qu'on a anticipé et accueilli les innovations dans les années 2022 avec les modèles LLM qui sont arrivés. Et il y a eu une première mise en application très facile à comprendre qui a été de proposer des conversations
à nos apprenants, alors que nous ne le faisions pas avant, puisque des... Et des conversations complètement ouvertes, ça c'est un peu délicat, non, aujourd'hui, de laisser les chatbots discuter avec les utilisateurs? Alors, ouverte ou non, en tout cas, nous, notre focus et notre objectif, c'est de générer de l'assiduité, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation et notamment de l'auto-apprentissage, quand on est tout seul face à un écran pour Oui. apprendre quelque chose. L'enjeu pour nous, c'est générer de la motivation, générer de l'assiduité. Donc, il s'agit, dans le cadre d'une conversation qui peut être ouverte ou qui soit fermée sur un thème en particulier, de générer cette assiduité, cette motivation, quand, encore une fois, un professeur humain, avec son charisme, avec son expérience, va savoir générer auprès de ses étudiants. Donc, ça a été le premier domaine d'application, aller dans le domaine de la conversation alors que nous ne le faisions pas avant. Et puis aussi, nous avons très vite travaillé sur quelque chose. Savoir que pendant toutes ces années, nous, on a 22 ans, et pendant toutes ces années, de différents acteurs nous ont approchés dans différents domaines de l'éducation supérieure, secondaire, de la formation professionnelle, pour nous dire: on adore votre produit dans les langues, on aimerait en avoir un pour telle filière d'éducation supérieure ou tel sujet de formation professionnelle, pardon. Et l'arrivée de ces IA génératives nous a permis d'adresser ces enjeux qui sont des enjeux d'ingénierie pédagogique sur la base des contenus pédagogiques d'acteurs professionnels de ces différentes Donc filières. plus spécialisé, avec un vocabulaire plus spécialisé, c'est ça, plus technique? Alors, pas que un vocabulaire. Alors, on sort des langues, hein, on sort de l'apprentissage des langues, et puis on avait des relations avec des acteurs, notamment dans l'éducation supérieure, puisque c'est par ça qu'on commence, et en particulier dans l'éducation santé, qui ont des contenus pédagogiques de référence dans différentes filières, la première année de médecine, le cursus infirmier, et qui cherchent aussi, eux, depuis des années, depuis des décennies, avec l'IA adaptative, mais aujourd'hui avec l'IA générative, à valoriser leur contenu, leur expertise, pour le coup humaine, hein, éditée par des humains, Ouais. à l'ère de l'IA. Et du coup, c'est assez naturellement que nous avons pu enfin trouver une équation pour travailler sur leur expertise, sur leur contenu, sur leurs ouvrages, pour former des coachs, des compléments d'apprentissage. Alors des coachs virtuels? Des coachs virtuels, tout à fait, qui vont se saisir d'un corpus et qui vont accompagner un étudiant dans la préparation de ses examens, dans le suivi de sa scolarité ou de ses études sur la base de ses contenus experts. Donc vous avez signé un partenariat avec Hatier et Duno, Tout à fait. donc deux grands éditeurs quand même dans le monde de l'éducation. Sur quelle matière vous vous lancez en premier avec ce nouveau coach intelligence artificielle? Alors, on a commencé par la santé et on a commencé par la filière première année de médecine, donc le concours de médecine qu'on appelle le PASSLAS, avec Duno, qui est un éditeur référent sur cette filière, hein, qui commercialise depuis de nombreuses années des ouvrages de référence sur cette filière, donc avec des fiches de cours, des tests, des corrections, des annales, etc. Et puis, côté Hatier-Fouché, la filière infirmière, avec, dans les deux cas, des connaissances très théoriques, une densité de connaissances théoriques à apprendre et à mémoriser qui est assez importante, mais avec des contextes étudiants très différents, puisque côté médecine, on est sur un concours, Ouais. et côté infirmier, on est sur des partiels et un cursus sur 3 ans. Donc, on a voulu adresser ce domaine de la santé, encore une fois, qui était une première hypothèse. Nous, on travaille déjà sur d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la santé, mais où il y a aussi des examens et où il y a aussi des connaissances théoriques dures, comme on dit, des hard skills, à apprendre, à comprendre et à mémoriser. Et c'est là où notre coach va avoir une valeur ajoutée, parce qu'il va être capable d'évaluer ses étudiants sur ces notions, et puis, s'il y a une faiblesse détectée, de revenir, d'approfondir, mais pas comme ChatGPT qui va nous sortir ses réponses d'on ne sait pas trop où et qui potentiellement pourrait se tromper, halluciner, comme on dit. On va rester dans le périmètre fermé des contenus experts de nos partenaires éditeurs. On va faire réagir Thomas Klein parce que ça rejoint aussi vos sujets. Là, on parle de la santé, on parle de former des médecins aussi, et grâce à des coachs en IA, enfin des jeunes étudiants. Oui, ouais, c'est absolument brillant ce genre d'initiative. Et on revient finalement à un point qu'on évoquait en début de propos. On a effectivement plus que jamais besoin de médecins. Et si on peut accélérer, faciliter leur apprentissage et les notions appréhendées avec ces outils d'IA, c'est vraiment extrêmement positif. Et moi, je suis toujours très,
très friands de ce type d'initiative. Du coup, vous allez pouvoir tester iMigo, même si vous êtes fluent en anglais, vous pourrez le tester sur les questions de santé. Avec plaisir. Alors, Olivier Debeny, vous êtes le fondateur-président de Dragon LLM, donc qu'on a connu sous le nom de Lingua Custodia, entreprise française qui conçoit des modèles d'IA spécialisés, lauréate du Large AI Grand Challenge organisé par la Commission européenne. Vous parlez d'une architecture 100% européenne. Oui, C'est le cas? On peut être 100% européen? Ah oui, on peut être 100% européen. Pas jusqu'au GPU quand même. Une architecture. Alors, une architecture, on parle Logiciel. Ouais, exactement, on Voilà. parle de logiciel. Là-dessus, oui. Ok, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça engage comme contrainte et sur quoi vous voulez vous spécialiser, vous faire une place? En fait, ce concours que vous avez mentionné là Ouais. nous a permis d'accéder à la puissance de calcul de l'Union européenne, qui est en voie de construction, mais qui est déjà très importante. Sur le calcul haute performance? Oui, donc c'est des supercalculateurs européens qui se trouvent dans différents pays. En France, on en ouvrira un bientôt, encore un nouveau. Et en fait, ce que nous avons été sélectionnés par la Commission européenne parce qu'on s'est engagé à construire une nouvelle architecture de LLM. Quand on parle de ChatGPT, T, ça veut dire Transformer, Ouais. qui est l'architecture de base sur laquelle fonctionne aujourd'hui l'essentiel des LLM, qui est assez consommatrice en énergie, qui nécessite des gros serveurs. Et en fait, l'approche qu'on a proposée, c'était de regarder quels sont les papiers de R&D qui sont sortis ces dernières années et comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle façon de créer l'LLM, de créer une architecture qui n'est pas pure transformer mais qui est hybride, de façon à pouvoir être sur le sujet de la frugalité, faire des modèles, être... Mais ça ne veut pas dire faire des petits modèles? Pas forcément. Pas forcément. C'est une architecture qui permet de sortir des modèles de différentes tailles, y compris des gros, mais l'idée c'est que ça puisse tourner sur des serveurs 4-5 fois plus petits. Et quand vous dites hybride, c'est hybridé avec quoi? Avec Transformer. avec un autre type d'architecture qui s'appelle Mamba. Ok. En fait, juste pour faire de façon très simplifiée, quand vous me posez une question, si je suis sur Transformer, je vais réfléchir à tout ce que j'ai dit depuis ma naissance avant de vous répondre. Mhm. Si on est sur une architecture hybride, notamment avec Mamba, ça veut dire que j'ai créé des boîtes mémoire que je rends dynamiques et je vais voir laquelle j'utilise pour vous répondre. Donc, je suis capable de vous répondre beaucoup plus rapidement. J'utilise moins d'énergie et donc je peux être sur un serveur plus petit. Super intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce nouveau modèle, cette nouvelle architecture. Du coup, 100% européenne, ce serait un modèle unique? Donc, c'est la première. Aujourd'hui, ça existe déjà? Alors, c'est sorti, on l'a sorti le 15 octobre, c'est là où on a changé de nom à cette occasion, D'accord. justement pour indiquer qu'on était créateur de modèles. C'est la première fois en Europe depuis très très longtemps qu'une société sort une nouvelle façon de créer des LLM, une nouvelle architecture qui est en open source. Donc, d'autres peuvent reprendre cela et s'inspirer de cette architecture pour construire des LLM plus frugaux. On a sorti en parallèle, donc c'était pas juste un papier de R&D, c'est-à-dire qu'on a également créé un modèle de démonstration, un modèle de fondation de démonstration de petite taille, 3,6 milliards de paramètres, pour montrer que ça marche et indiquer justement que ce qu'on avait promis en termes d'efficacité, d'efficience fonctionne, avec un niveau de qualité aussi égal à des modèles parfois plus gros. Et là, sur notre agenda maintenant, c'est de sortir des modèles plus gros en taille. Alors, pour des secteurs, sur des sujets spécifiques? Alors, des modèles toujours de fondation, de 7 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres. Notre objectif, notamment pour le 7 milliards de paramètres, c'est d'avoir aussi une approche qui est 7 milliards de paramètres en équivalent qualité, mais actif 1 milliard de paramètres. Donc, ça veut dire potentiellement pouvant tourner sur des serveurs CPU. D'accord. Donc, sur les serveurs existants des sociétés sans qu'elles aient à investir. Donc, pouvoir faire tourner ça chez soi, donc les données ne sortent pas. Et sur des serveurs de production existants. C'est notre objectif là-dessus. Donc ça, sur des modèles de fondation. À côté de ça, on continue évidemment à spécialiser des modèles, notamment pour nos clients historiques, qui sont beaucoup dans le secteur financier ou des directions financières de grands groupes, sur lesquels on travaille toujours sur le sujet de la frugalité. Nos clients viennent nous voir en nous disant, nous, on n'a pas besoin d'un énorme modèle qui connaît tous les noms des maîtresses d'Henri IV. Ouais. On veut juste un truc qui va fonctionner pour tel cas d'usage bien particulier. Est-ce que c'est possible de régler un modèle de façon à ce qu'il fonctionne bien pour ce cas d'usage-là en particulier? Merci, on applaudit des deux mains, on est d'accord. On soutient toutes ces initiatives 100% européennes dans le logiciel. Merci beaucoup. Donc Olivier Debeny était avec nous, fondateur et président de Dragon LLM, Benjamin Lévy, cofondateur et CEO d'iMigo, et Thomas Klein, qui est expert en stratégie technologique chez Microsoft dans le secteur de la santé. Merci beaucoup, restez avec nous. On continue avec la découverte d'une jeune pousse.
On termine cette édition avec la découverte d'une jeune pousse, une start-up, et Manon Villot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la patronne cofondatrice de Signer Ose et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Oui, Un petit pitch, allez. allez. Donc, Signeos est parti du constat que sur les 10 400 jeunes sourds scolarisés, une grande majorité a 3 à 4 ans de retard sur le programme scolaire. Aïe. Et donc, ce retard vient principalement de la difficulté à assimiler le français écrit, donc la lecture et l'écriture. Donc, pour un jeune qui ne peut pas s'exprimer à l'oral, ne pas avoir de moyens de communication à l'écrit, ça l'isole du monde et ça l'empêche de trouver sa place dans la société. C'est là que Signeos intervient, donc en proposant un programme d'accompagnement extrascolaire pour ces jeunes sourds de la primaire à l'université, avec toute une méthode de remise à niveau en français écrit, donc en langue des signes, numérique, donc à distance. Donc ça nous permet d'accompagner des jeunes sur toute la France grâce à Alors, notre donc ça s'adresse aux malentendants, équipe. Oui, mais qui sont dans un cursus scolaire classique. on peut avoir des jeunes en cursus scolaire classique ou en établissement médico-social et on va venir compléter leur parcours scolaire. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont à leur portée et pourquoi ça vous semblait pas suffisant? Donc, ils ont le programme, s'ils sont en inclusion, donc dans une école classique, ils vont suivre le même programme que des enfants entendants, En étant quand même accompagnés. bien sûr, par des interprètes, par des AESH, par des interfaces de communication. Ouais. En fonction des budgets des établissements, parfois, ils ne sont pas accompagnés sur toute la semaine. Donc, Ah. ils peuvent avoir des heures de trou, donc des heures où ils ne peuvent pas saisir l'intégralité du cours. Ouais. Donc, il va y avoir besoin d'un temps de remédiation. Et puis, les méthodes d'apprentissage du français pour une personne entendante sont souvent basées sur l'écoute par exemple pour les petits, l'écoute d'un mot, l'écoute d'une syllabe qu'on va apprendre à écrire. Donc, ça va être une méthode qui va être un petit peu décalée pour un enfant qui n'a pas d'appareil et qui vraiment a basé son mode de communication sur la langue des signes. Et s'il est dans un centre spécialisé, est-ce qu'il a déjà aujourd'hui des outils satisfaisants et qu'est-ce qui vous semblait manquer? Oui, donc il va y avoir des séances d'orthophonie, des séances aussi de remédiation. Là, l'objectif, c'était de pouvoir communiquer avec ces élèves vraiment en langue des signes. Tous les professionnels ne sont pas formés à la langue des signes. Oui. Donc de pouvoir s'adresser à ces enfants dont la langue maternelle, c'est la langue des signes, et vraiment faciliter en fait l'explication des règles de grammaire, de français dans leur langue pour moins les fatiguer, gagner du temps sur l'assimilation en fait. Et un petit peu comparer la langue des signes, le verbe est à la fin, par exemple, il n'y a pas de déterminant. D'accord. Donc il va falloir trouver des stratégies pour faire comprendre à l'enfant comment apprendre cette nouvelle langue qui a des nouvelles règles qu'il ne connaît pas dans sa langue maternelle, la langue des signes. Et alors, le nom de votre start-up, Signe et Ose. Oui. Ose, pourquoi? On n'ose pas aujourd'hui? Exactement, voilà. Donc l'objectif, c'était que ces jeunes puissent oser avoir un parcours scolaire inspirant, franchir les portes de l'université. Il faut savoir qu'il va y avoir 4 jeunes de 18 ans qui vont rentrer à l'université pour les sourds, et seulement un seul sur ces 4 va ressortir avec un diplôme. Parce que voilà, les moyens qui vont être mis en place pour traduire et puis aussi la difficulté d'un parcours universitaire ne vont pas leur permettre de poursuivre. Donc c'était un petit peu, on va travailler ensemble sur toutes ces compétences pour que vous puissiez avoir aussi une chance de faire le métier qui vous plaît en fait. Oui. Et alors, elle a quel âge cette application et comment elle se développe aujourd'hui? Oui, donc ça fait 5 ans qu'on a commencé nos premiers accompagnements. Et donc effectivement, il y a une plateforme pédagogique avec des cours ludiques, beaucoup de vidéos en langue des signes ou avec des traductions simplifiées. Et surtout, après, il y a un professeur qui va venir animer ces séances pour vraiment être sûr de pouvoir un petit peu accélérer et rattraper le retard de ces jeunes. Vous avez suivi, vous êtes lauréate du programme Leadership de Diversity Days. D'ailleurs, Oui. c'est via Diversity Days que j'ai pu vous découvrir. J'en suis ravie, je les remercie. Qu'est-ce que ça vous a apporté, un tel programme? C'est vraiment un programme très riche. Donc, d'une part, on a beaucoup de mise en relation avec des entreprises et grands groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, là, à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, nous, c'est très important pour nous parce qu'on peut rentrer dans les entreprises et sensibiliser les professionnels donc à la surdité et leur proposer ensuite, pourquoi pas, d'accueillir certains de nos élèves en stage ou en premier emploi. Donc, par exemple, Diversité a beaucoup facilité ce genre de partenariat. On a également eu beaucoup de formations donc, qui nous ont permis d'apprendre à prendre la parole sur un plateau, comme aujourd'hui. Bravo. Merci. Formation réussie. Je valide. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a Diversity Days donc promeut la diversité. Et c'est vrai qu'on le voit dans les parcours des porteurs dans la diversité des porteurs de projets Oui. qui viennent tous d'horizons différents. Et donc, en fait, on s'inspire tous des histoires de vie et du souhait de pouvoir être utile à la société grâce à nos différents projets. Et on se sent moins isolé dans une Oui. French Tech qui ressemble pas forcément à la société française. C'est parfois ça. un peu difficile de faire sa place, quoi. Voilà, surtout si on n'a pas fait d'école de commerce. Moi, c'est pas mon Ouais. cas, je suis chimiste de base. Et qu'on se dit qu'on n'a pas forcément les outils pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ben, c'est vrai que là, Diversity Days va vraiment nous donner les clés et aussi nous permettre d'avancer avec des personnes parfois auxquelles on s'identifie un petit peu plus. Ouais, donc vous créez en fait un collectif Oui.
autour de ça, de Diversity Days. Merci beaucoup, Manon Villot, de nous avoir fait découvrir votre start-up, à qui on souhaite le meilleur. Donc, vous êtes la CEO et la cofondatrice de Signe et Ose. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre émission Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.